Akiwumi Adesina a été réélu président de la Banque africaine de développement malgré la polémique. Ça s'est passé au siège de l'institution au Rwanda. Ce sera notre premier sujet. On parlera ensuite du Mali. La junte a remis en liberté l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. La Côte d'Ivoire, ensuite, Guillaume Soro qui crie haro sur le silence de la France face à la situation dans son pays. Et puis le Togo, nous allons parler donc de ces bisbilles et de ces incompréhensions dans certaines communes. Et à la fin, on donnera les notes, comme nous sommes vendredi. Ce sera avec Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir mon très cher ami Credo. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à mon très cher ami Francisco. Directeur de publication de Le Médium. Nous commençons tout de suite avec le Rwanda. Je le disais, le Nigérian Akiwumi Adesina a surmonté la tempête des accusations de mauvaise gestion portées contre lui et a été réélu jeudi pour 5 ans à la présidence de la Banque africaine de développement qui aura fort à faire face aux effets de la pandémie sur le continent avec 100% des votes de tous les membres régionaux et non régionaux de la banque selon le communiqué de la BAD. M. Adesina, 60 ans, unique candidat à la succession, a donc reçu un plébiscite marquant quelque peu le séisme qui a failli le renverser. Credo Tété, est-ce que vous lisez derrière ce plébiscite 100% des voix, malgré la polémique qu'il y a eu ces derniers temps, une confiance dans la gestion de M. Adesina? Non, mais je vais prendre cette question sous 2 angles. Vous savez, généralement, l'avant-élection dans les grandes structures comme ça, donc ça soulève toujours de la poussière. Même si les gens sont dans l'eau, les gens voudraient que la poussière soit soulevée. Donc là, M. Adesina, c'est vrai, il a déjà fait son premier mandat, donc on ne peut pas dire que c'est un mandat qui est à 100%, mais il a fait des réalisations, mais il y a également eu des insuffisances au cours de son mandat. Mais il nous a été donné de constater qu'à quelques jours de la nouvelle élection au poste de président, donc un dossier est sorti sur lui et ce dossier l'a accablé, pardon. Et rapidement, donc on a vu les instances qui ont planché sur ce dossier ont vite fait de le sortir d'affaire avant le jour des élections. Donc on peut dire que c'est peut-être l'œuvre de ces détracteurs, mais on ne peut pas aussi aller à cette conclusion du moment où il s'était retrouvé seul, finalement, comme candidat à sa réélection. Donc, mais là, on peut toujours faire des lectures à travers ce qui s'est passé jusqu'à son élection. Il faut le dire, c'est une élection qui n'est pas gagnée d'avance. Et si on nous dit qu'il a eu 100% des électeurs, ou disons des grands électeurs, parce que ce sont les gouverneurs qui votent, il faut dire que c'est un monsieur qui a toujours le soutien de son pays. Parce que ancien ministre de l'Agriculture du Nigeria, donc c'est quelqu'un qui a toujours la confiance de l'exécutif et le plaidoyer nécessaire a été fait. On ne dira pas qu'il n'y avait pas eu des velléités, il y avait eu des velléités, mais qui ont été vite découragées pour lui offrir ce boulevard. Donc je crois que c'est son second mandat et il aura à se corriger quant à ce qui concerne, disons, les quelques failles qu'on aurait retrouvées ou bien qu'on aurait constatées dans sa gouvernance. Alors, M. Adesina, on le rappelle toujours, était le seul candidat en lice. C'est quoi? C'est que d'autres n'ont pas voulu le défier? Il faisait trop bien son travail? Credo l'a dit tout à l'heure, son pays l'a hautement soutenu. Hein, avec déjà même la crise qui est née, je crois depuis le mois d'avril, où il y avait des voix qui se levaient en dénonçant sa gestion et puis sa façon cavalière de faire les choses. Et le Nigeria s'est rangé derrière lui. Et si vous voyez, c'est la première fois depuis, je crois, 74 ou 76 que la BAD est née. Et c'est la première fois que le Nigeria occupe, n'est-ce pas, ce poste. Et lorsque le mouvement s'est déclenché, vous avez pu constater que le Nigeria a pu renforcer encore sa base. C'est-à-dire qu'au niveau de la base, du coup, qui s'est fait le premier grand actionnaire du système. Et
même les anciens présidents, donc Olusegun Obasanjo, se sont levés derrière pour soutenir, n'est-ce pas, ce fils du pays, et ce qui montre le poids également du Nigeria dans l'économie africaine, de la sous-région et africaine. Donc, voyez-vous le problème, quand vous voyez même le problème de comment l'appelle-t-on, de l'écho, et qui a été renversé, sinon qui est en train d'être renversé par la France, vous constaterez que vraiment le Nigeria tient à un cap, celui vraiment de faire de l'Afrique un pôle de développement. Donc ça ne tourne pas. Le Nigeria a dû travailler. Vous savez qu'ils ont beaucoup de milliardaires qui ne sont pas des politiciens, de vrais milliardaires qui sont dans les classements. Et donc tout le monde a dû batailler pour que le Nigeria maintienne encore, n'est-ce pas, et la tête de la BAD. Oui. Alors, ici, on n'oublie pas quand même, il y a eu ce feuilleton qui a duré 3 mois, ces accusations de favoritisme et de mauvaise gestion. Sous Adesina, c'est vrai que la BAD a eu beaucoup de bons résultats, mais sous lui, beaucoup de cadres ont dû démissionner parce qu'on l'accuse de ne favoriser que ses propres compatriotes. Non, mais je crois que c'est ce que mon cher confrère disait. Donc, en fait, dans le langage assez aisé, facile, c'est une affaire de réseautage. C'est une affaire de réseautage parce que affronter un certain Adesina, ce n'est pas la personne d'Adesina que vous voyez. Donc, il vient de citer quelques noms de quelques hommes politiques et puis des milliardaires. Donc, c'est une puissance. Et également, moi, j'ai eu la chance de côtoyer, de croiser le monsieur en septembre dernier à New York lorsque on lançait la fondation Dangote. Donc il y avait également Mo Ibrahim. Donc voilà un peu le cercle que fréquente un certain Adesina, et vous pensez que ce cercle va le lâcher assez facilement lorsque leurs intérêts ne sont pas hypothéqués. Donc c'est dire que le travail des élections c'était fait ailleurs. Et l'habillage politique ou bien institutionnel n'a été que la dernière action à être faite. Et également, vous aurez constaté que c'est un président, lors de son premier mandat, était beaucoup plus fréquent ou bien proche de nos chefs d'État. Il était toujours là, présent au bon endroit, au bon moment. Donc c'est quelqu'un qui a eu également, disons, la confiance de nos chefs de l'État, et facilement tous les réseaux ont travaillé pour lui. Parce qu'on ne peut pas dire sur ce plateau que cette affaire de corruption qui avait failli l'entacher, que cette affaire était à 100% montée de toutes pièces. Parce que s'il faut aller au fond de ce dossier, peut-être qu'il serait un peu coupable. Je dis il serait un peu coupable. Mais le lobbying qui est avec lui, qui est derrière lui, a vite fait d'effacer tout cela. Et c'est vrai qu'au finish, on a retrouvé M. Adesina seul, mais disons la vérité, les informations avaient fait cas de potentielles candidatures contre sa personne. Mais comment est-ce que ces candidatures ont été à la dernière minute, disons, découragées? Ces candidatures ont été découragées. Et le gars s'est retrouvé seul. Donc c'est pour dire que l'enjeu était vraiment de taille. Parce que ceux qui se sont investis à ses côtés ont découragé également les potentiels candidats qui ont vite fait de revoir leur ambition ou bien de différer ses ambitions après 5 ans. Donc aujourd'hui, c'est vrai, lorsque vous êtes un dirigeant, vous ne pouvez pas être aimé de tout le personnel. Donc il y a une partie du personnel qui va se retrouver dans vos actions, mais il y a toujours de ces éternels insatisfaits. Maintenant, aller jusqu'à dire que M. Adesina faisait uniquement la promotion de ses compatriotes, on peut dire oui, on peut dire non. Parce que lorsque vous êtes quelque part aussi, et c'est ce que nous les francophones ou bien nos dirigeants francophones, bien nos responsables francophones n'arrivent pas souvent à faire, excepté les Sénégalais qui font dans cette politique. Vous savez, lorsque vous allez aujourd'hui dans les grandes institutions, il y a une dominance anglophone. Il y a une dominance anglophone parce que ce sont des gens qui se soudent
disons, les reins. Donc, ce sont des gens qui sont tellement fiers de leurs compatriotes qu'ils n'hésitent pas à faire la promotion. Mais si nous ramenons ce même sujet dans un espace francophone, donc il y a les coups bas. Mais les anglophones nous ont tellement devancés dans le réseautage, dans le lobbying, que lorsqu'ils sont quelque part, ils préfèrent, même dans certaines institutions que vous verrez, qui a comme dominance la langue française, vous verrez de ces anglophones-là. Et à un certain moment, si vous ne faites pas attention, donc c'est comme si la dominance n'était plus francophone, mais la dominance, c'est comme s'ils veulent renverser la tendance. C'est parce qu'ils sont organisés et parce qu'ils ont des gens. Il y a le réseautage et parce qu'ils ont également, disons, l'accord ou bien l'accompagnement de certains hommes politiques clés. Parce que si on prend l'exemple qu'a donné mon cher confrère Francisco, Monsieur Obasanjo, bien le général Obasanjo n'est pas n'importe qui. Que ça soit dans le monde de l'économie, que ça soit dans le monde politique, lorsque ce monsieur, à un certain moment, prend position, donc il faut déjà s'interroger sur sa prise de position. Et là, s'il prend position pour quelqu'un, dites-vous que, en fait, cette personne a déjà 70% de chances d'accéder ou bien de voir réaliser son rêve. Mais, et justement, c'est dans les deux sens. Lorsque vous l'avez contre vous également, donc c'est que vous devez avoir des mots de tête, disons... La CEDEAO était la première, la première organisation sous-régionale à prendre à 100%, a déclaré 100% pour Adesina. Oui. Donc cela dit qu'un travail a été fait. Maintenant, l'homme lui-même, avec toutes ces accusations, c'est vrai qu'il est plébiscité. Il va devoir convaincre maintenant en interne, tout comme en externe, puisque vous avez vu que les États-Unis, qui sont également actionnaires, n'ont pas vraiment apprécié ces accusations. Oui, quand vous voyez déjà même le bilan, il lui a été attribué une croissance de 3,3%. Et puis il a réussi à remonter le capital. Voilà, le capital de la base, c'est 115 milliards de dollars. Voilà, et puis la maîtrise de l'inflation, tout ça là qui lui a été... Donc la gestion, en fait, n'a pas été en tant que telle mauvaise. Mais c'est que quand vous voyez la surprise, l'information était sortie dans le monde. C'est un journal encore... français qui relève premièrement l'information sur des lanceurs d'alerte comme eux-mêmes ils le disent. Donc il y a quand même, je l'ai effleuré tout à l'heure, il y a quand même une volonté manifeste d'écarter le Nigeria de tout ce qui est développement économique de notre sous-région. Donc, et à l'interne, effectivement, il va s'activer. Maintenant, le vent des élections est passé. Souvent, c'est les élections qui créent des problèmes. Et chez nous, le vent des élections est passé. Il va continuer son travail. Voir aussi que les États-Unis et la France, ce n'est pas aussi ça en termes de vision. Encore que c'est un pays anglophone, ils auraient préféré, les États-Unis vont toujours préférer qu'un anglophone préside à la tête de cette institution au lieu d'un francophone. Donc, c'est une question de confiance. Les anglophones sont plus, arrivent plus à avoir cette confiance plutôt que les francophones. Oui, ils ont, on le disait tout à l'heure, lorsque vous classez les riches de l'Afrique, ils sont pratiquement des anglophones. Oui. Alors que les pays francophones sont des hommes politiques qui sont riches, donc qui ne sont pas cités dans les classements. Donc tout ça joue. Et aujourd'hui, c'est pas seulement les pays francophones. Si vous maîtrisez bien l'anglais et puis d'autres langues, vous êtes susceptible d'avoir de bons postes dans les organisations. Mais quand vous restez monotone sur le seul français qui n'a pas... qui n'évolue plus en tant que tel, donc vous risquez de perdre beaucoup de postes, que ce soit même à l'interne comme à l'extérieur. Donc voilà les enjeux. Je pense que la France, toujours dans cette histoire de mettre la main, sinon de déstabiliser,
nos économies, de les maintenir. Quand vous allez au Nigeria, quand vous allez au Ghana, ce ne sont pas les étrangers qui détiennent toutes les affaires. Ils sont en train de s'organiser même pour que les pays prennent en main certains plans de l'économie. Alors que quand vous allez vers les pays francophones, toutes les grandes sociétés sont détenues par, disons, les Français. C'est eux qui sont les propriétaires maintenant des banques dans les pays francophones. C'est eux qui détiennent les mines, la télécommunication, même, comment l'appelle-t-on, la gestion de notre impôt. De l'impôt également, c'est dans les mains des Français. Donc, ils ont délocalisé leur croissance sur l'Afrique, ce qui ne se passe pas de l'autre côté dans les pays anglophones qui tiennent et qui reconnaissent qu'ils ont des fils qui ont été formés, qui forment et qui continuent de faire la fierté. Donc, c'est ça qui crée la richesse. Alors, quand on prend maintenant l'impact même de la BAD dans le développement de l'Afrique, est-ce qu'on peut dire que c'est une institution qui compte ? Oui, je crois qu'on doit beaucoup plus compter avec la BAD aujourd'hui, parce que la BAD, si nous prenons même l'antenne qui est du côté de la Côte d'Ivoire, donc c'est une antenne qui non seulement communique, mais qui est présente. Et je le disais tantôt dans mon premier développement que ce n'est pas pour rien que le président de la BAD, M. Adesina, n'hésitait pas à faire le tour des États membres. Et c'est quelqu'un qui est toujours avec la gouvernance locale et c'est quelqu'un qui apporte toujours de la matière. Donc il ne le faisait pas à dessein, c'est parce qu'il avait également une vision de voir l'économie africaine vraiment prendre, mais il devait également s'accorder, disons, toute la confiance des grands décideurs que sont premièrement nos États et puis les lobbies qui les accompagnent. Donc aujourd'hui, avoir la prétention sur ce plateau d'établir un bilan ou bien de critiquer le bilan de la BAD, donc je crois que ce serait une œuvre de mauvaise foi, mais toujours est-il qu'il y a eu des succès qui ont été engrangés, mais il peut y avoir également d'autres succès d'étape. Et pour avoir d'autres succès d'étape, donc ça dépendra du plan d'action de ce nouveau quinquennat de M. Adesina, qui doit comprendre que s'il a réussi à faire progresser le capital, c'est que on doit sentir cela également sur le terrain. Quels doivent être aujourd'hui, disons, les financements, les apports ou bien les améliorations que le citoyen lambda, membre de ces États qui composent la BAD, doivent ressentir. Donc voilà le travail qui doit être fait. Donc le travail doit passer de l'étape institutionnelle pour aller au niveau de la communauté. Maintenant, la BAD ne doit pas être une banque de prestige, mais c'est une banque qui doit descendre pour soutenir les autres banques locales. Et on doit engranger des ressources, mais les injecter pour le bien-être des populations. Non, Credo, l'une des missions, la principale mission même de la BAD, c'est de faire reculer la pauvreté. Donc, il faut effectivement que ça se sente. Mais les pays qu'on appuie également, il faut que ces pays gèrent bien l'argent qu'on met à leur disposition. Première pause et après on continue.